Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Notre thème de ce soir est organisation africaine. Quel défi, quel bilan des défis l'UIA, la CEDEAO, l'UEMOA, la CENSAD, le G5 Sahel, la SADC, la CEMAC, entre autres, les organisations sur le continent sont légion, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou continentales. Chacune vise à rassembler les pays africains face à des défis. Quel bilan peut-on dresser pour ces grands ensembles aujourd'hui? Répondent-ils encore aux préoccupations des peuples africains? Quels sont les défis auxquels font face ces organisations? Voilà, entre autres questions, que le Grand Dialogue aborde avec nos invités. Baba Dakono, chercheur, Modibo Mao Makalou, économiste, Bakabini Keïta, universitaire. Sekou Gadjigo va vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Bienvenue à vous, messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous poser à tous les trois cette première question. Est-ce que la création de ces organisations que je viens de citer, ou il y en a encore d'autres, est-ce que la création de ces organisations a servi à quelque chose? Baba Dakono. Merci beaucoup, Sekou, pour l'invitation. Salutations à tous les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Je suis tenté de répondre à l'affirmative à votre question, parce que ces organisations ont été créées pour la plupart dans un contexte particulier et devraient répondre à des besoins de l'heure. Si je prends l'exemple de l'Union africaine, elle a été créée d'abord sous le sigle de OUA, l'Organisation pour l'unité africaine, parce qu'à l'époque, la plupart des pays sur le continent venaient d'accéder à l'indépendance, et après une forte balkanisation qui a été faite à la suite de la conférence de Berlin. Donc la plupart des États, d'ailleurs le débat avant les indépendances, c'était allons-nous à l'indépendance seul ou allons-nous avec d'autres États? À l'époque, je rappelle, le Mali avait fait l'option, notamment avec la Guinée, la Haute-Volta, d'aller à l'indépendance de façon commune, même si après cette volonté s'est effritée et le Soudan de l'époque s'est retrouvé avec le Sénégal à partir de 1959 dans le cadre de la communauté française, de deux États qui sont allés ensemble à l'indépendance, qui ont créé le 4 avril 1960 la Fédération du Mali, qui malheureusement n'a pas survécu aux péripéties. Donc tout ça pour rappeler qu'il y avait une volonté d'unité des différents États naissants en Afrique. Est-ce que cet objectif a été atteint, l'unité dont vous parlez? Ça n'a pas été atteint pour diverses raisons. Parce que il y avait plusieurs pôles. Il y avait plusieurs pôles. C'était pas bipolaire comme on a vu dans le contexte mondial, mais si je prends la région ouest africaine, il y avait plusieurs pôles. Je vous dis par exemple, quand on mettait en place le pacte de Morovia, on mettait en place le lendemain le Conseil de l'Entente. Il y avait plusieurs pôles qui étaient, pour parler comme les anciens, sous certaines influences. Et ces influences-là n'ont pas permis de créer des unités d'État autonomes et qui pouvaient aller à l'objectif de fédération. Parce que l'objectif derrière cette unité-là, c'était la fédération. Mais l'autre raison qui fait que l'unité n'a pas pu être réalisée suivant les objectifs voulus, c'est aussi la question interne. Parce que la plupart de ces États aussi sont nés dans des contextes de compétition politique interne intense. Au Mali, à partir de 1946, il y avait au niveau local la compétition politique principalement entre le RDA et le PSP. Même si en 1959, la volonté de l'unité nationale a abouti à la fusion du PAI Soudan à l'époque, de l'Union soudanaise RDA, du PSP. Mais dans les faits et dans la pratique, on s'est rendu compte que cette unité nationale était apparente. Et dans les faits, les rivalités ont continué après les indépendances. Donc les rivalités au plan interne n'ont pas peut-être permis d'atteindre les objectifs parce que à l'époque, comme je le disais, le débat c'était on fait d'abord l'unité interne avant l'unité africaine ou on fait l'unité africaine tout en travaillant sur l'unité interne. D'accord, nous allons développer tout à l'heure, essayer de comprendre quels ont été les obstacles à la réalisation de cet objectif. Mais avant, je voudrais poser la même question à Bakabini. Ces organisations sur le continent, est-ce qu'elles ont montré leur utilité?
Bon, écoutez, d'abord, je salue mes co-débatteurs, que sont M. Makalo et Baba Dakono, bon, que je vois fréquemment sur les écrans. Je salue également le studio Tamani, notamment vous-même. Je salue les auditeurs. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que pour comprendre, pour répondre à la question est-ce que ces organisations étaient utiles ou pas, moi je ne dirais pas qu'elles n'ont pas été utiles, mais je ne dirais pas non plus qu'elles ont atteint effectivement leur objectif. Donc nous sommes en fait dans un paradoxe. Donc on est tenté parfois de dire que oui, ça valait la peine qu'elles soient créées, mais en même temps aussi, quand on voit les défis, on se dit à quoi ces organisations ont servi. Donc ça me ramène en fait à deux choses. Premièrement, la question du principe. Donc pour comprendre cet état de fait, j'entends beaucoup de gens se dire que bon, en fait, ces organisations agissent selon le principe, mais au fait, il n'y a pas un principe, il y a trois principes. Il y a d'abord le principe formel, le principe matériel, et puis en fait l'adéquation entre le principe formel et le principe matériel. Et donc, si on essaie de voir comment dirait ces trois principes, je pense qu'au regard des deux principes, donc on ne peut pas dire qu'elles n'ont rien servi, on ne peut pas non plus dire qu'elles ont atteint leur objectif. Maintenant, deuxième chose, Dakono a parlé du contexte interne où ces organisations sont nées, les compétitions qui existaient entre les États, mais il faudrait aussi ajouter que ces organisations sont nées aussi à l'image aussi de la manière dont ces pays ont pris leur indépendance. Bon, en fait, je pense que si on vraiment on se leurre pas, en réalité, si on va au fond sur le terrain, on a raison de se demander est-ce que nous sommes véritablement indépendants. Et donc, ce qui fait que ces organisations aussi sont liées à la nature même de l'indépendance que nous avons obtenue. Donc, nous avons obtenu des indépendances formelles. Évidemment, ces organisations, effectivement, ne peuvent être à l'image. Donc, on voit très bien que à l'épreuve de pas mal de circonstances, on voit que ces organisations, effectivement, sont confrontées à la dure réalité, en fait, du terrain. C'est-à-dire que le jeu des grandes puissances. Et donc, on voit également le fait que ces organisations elles-mêmes ne peuvent pas s'autofinancer. Et donc, elles sont financées le plus souvent par... Nous allons en parler tout à l'heure, mais je voudrais juste demander à Modibo Mahamakal, en écoutant Bakabini, on a l'impression que ces organisations, à l'origine, avaient été créées par les dirigeants de l'époque pour s'en servir au lieu de servir les peuples du continent. Ah non. Parce que quand vous dites que les organisations ont été créées à l'époque parce qu'il y avait des compétitions internes, parce que les pays n'est pas... Oui, mais vous partagez l'avis de Baba Dakono sur la question. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Voilà, on va revenir là-dessus. Merci bien, M. Gadigo, oui. Et merci pour l'invitation. Et bonsoir à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent aussi. Et ainsi qu'à vos collaborateurs et à mes co-débatteurs. Vous savez, il faut camper le décor d'abord, parce qu'il faut dire que la plus célèbre de ces organisations, celle dont on a célébré le 59e anniversaire hier, le 25 mai 2022, vous savez que l'Organisation de l'Unité africaine a été créée en Addis Abeba le 25 mai 1963. Et il y a une charte constitutive qui a été élaborée et dont le premier président de notre pays, le père de l'indépendance, le président Modibo Keïta, était l'un des co-fondateurs, co-écrivains, en tout cas avec le président Sylvanus Olympio. Et triste ironie du sort, le président Olympio a été assassiné et n'a pas pu participer au premier sommet de l'OUA, donc pour des raisons que nous connaissons, la monnaie et l'unité africaine qu'il prônait. Donc, le Mali, comme Baba vient de le dire, revenait d'une douloureuse expérience. C'est la Fédération du Mali. La Fédération du Mali, c'était l'union politique entre le Sénégal et la République soudanaise, qui a éclaté dans la nuit du 19 au 20 août. Évidemment, elle a vécu moins de 3 mois, cette fédération. Donc, l'idée
en tout cas pour les premiers dirigeants de notre pays, c'était de s'assurer que nous puissions surmonter la fragmentation de l'Afrique. Parce qu'on était à la période au sortir des indépendances. Et il faut se rappeler que la vocation de ces organisations d'abord, avec Kwame Nkrumah qui a été le précurseur aussi de l'intégration africaine, et sans oublier que déjà en 1961, il y avait eu l'éphémère Union Ghana-Guinée-Mali. Évidemment, ça c'était les progressistes qui s'étaient déjà aussi réunis à Casablanca sous le leadership de Sa Majesté Mohamed V, le père du roi Hassan II. Et donc il y avait Nasser de l'Égypte qui était présent, il y avait Modibo Keïta du Mali qui était présent, il y avait Ahmed Sékou Touré qui était présent et il y avait Kwame Nkrumah. Donc c'est ce pôle qu'on a appelé le pôle des progressistes qui prônait le fédéralisme. Opposé à ce pôle, vous aviez ceux qui voulaient plutôt la coopération par les États, qui voulaient que les États restent entre eux, mais qu'on fasse la coopération. Donc qui n'étaient pas pour le fédéralisme. Ils voulaient conserver la souveraineté des États et aussi, mais ça posait un problème parce que, vous savez, aujourd'hui, l'Union africaine qui a pris le relais de l'Organisation de l'Unité africaine, parce que l'OUA a duré de 1963 à 1999. Et c'est en 2000 qu'on a créé l'Union africaine, même si elle a été effective à partir du 9 juillet 2002. Donc, l'idée, c'était en fait de s'adapter au nouveau contexte. Parce que l'OUA, d'abord, c'était la décolonisation. Et il faut se rappeler que pratiquement toute l'Afrique lusophone était encore colonisée. Donc, je parle du Mozambique, la Guinée-Bissau, l'Angola. La Namibie, il y avait des problèmes. L'Afrique du Sud était là-bas. Et puis surtout aussi, il y avait la libération de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la lutte contre l'apartheid. Donc l'OUA a mené ce combat. Donc à partir de 2002, il fallait rentrer maintenant au niveau de la prévention et de la résolution des conflits, mais aussi s'attaquer à l'ouverture démocratique qui était un nouveau défi auquel les différents pays étaient confrontés. Aujourd'hui, au sein de l'Union africaine, nous avons 55 pays. Nous avons 55 pays et le plus petit, il fait 4000 km et le plus grand, il fait 2 400 000 km². Et l'Afrique, vous savez, actuellement, nous sommes 1 350 millions d'Africains. C'est environ 30 500 000 km² et c'est 84 000 km de frontières. Mais en plus, c'est une quarantaine de monnaies. On ne peut pas faire l'union avec une telle fragmentation, une telle diversité. Donc l'OUA, ce que l'OUA a réussi au moins, c'était de réunir, de faire l'unité politique, que les chefs d'État puissent se réunir, même si c'était toujours des résolutions qui n'étaient pas toujours effectives, mais ça permettait au moins de se rencontrer et de se mettre d'accord sur l'essentiel. Mais maintenant, nous sommes dans une autre phase, c'est-à-dire la phase de l'intégration continentale, avec la zone de libre-échange continentale qui est opérationnelle depuis le 1er janvier 2021. D'accord. Baba Dakouni, est-ce que vous comprenez aujourd'hui les critiques qui sont souvent acerbes de la part de certaines, en tout cas, certaines couches de notre continent vis-à-vis de ces organisations ? Oui, ces critiques sont en partie liées aux attentes, les attentes qui n'ont pas été comblées. Et puis aussi, il y a la question de l'agenda. Et enfin, il y a la question de défis, comme Modibo Mao Makalou l'a rappelé tout à l'heure. Et c'est ce que je disais à l'introduction. La plupart de ces organisations ou les réformes au sein de ces organisations sont intervenues en lien avec le contexte. Donc, chaque fois que le contexte évolue ou que des nouveaux défis apparaissent, ces organisations ont été réformées. Mais ça, c'est le niveau politique. Au niveau des populations ou des peuples, pour parler comme on le dit couramment, les attentes sont beaucoup plus élevées que les possibilités politiques. Possibilités politiques en termes de limites objectives,
de questions de souveraineté, de disparité entre les États et aussi de gestion de politique interne. Et ce qui me permet de revenir sur le premier point, parce que j'ai vu qu'en posant la question à Modibo Mahamat-Kallou, vous avez mis côte à côte la question de rivalité interne. Je l'ai rappelé ici en termes de défis, pour dire que les États eux-mêmes étaient confrontés à des défis qui ne leur ont pas permis de faire face efficacement à l'unité africaine. Parce que ce que je disais, l'unité africaine, oui, mais est-ce qu'on ne fait pas l'unité nationale d'abord ? Et cette question d'unité nationale a pratiquement, si vous voyez la plupart, Modibo Mahamat-Kallou l'a rappelé, la plupart des présidents qui étaient les pionniers de cette affaire-là n'ont pas survécu à la première décennie d'exercice du pouvoir. On a commencé par du Ghana au Mali, c'est pratiquement les pionniers sont tous partis. Donc partis aussi dans la mouvance des luttes politiques internes, mais aussi des troubles sociopolitiques dans leur pays. Donc pour revenir à cette question d'attente dessus, je pense que les attentes au niveau des peuples étaient quand même extrêmement élevées par rapport à l'organisation continentale, qui n'est pas la seule. J'espère qu'on aura le temps de discuter des organisations régionales qui sont aussi nées dans la même perspective de fédérer un peu les moyens politiques, économiques et maintenant avec le nouveau défi sécuritaire pour faire face aux défis. Mais pour me résumer, c'est les défis qui ont déterminé la naissance et les réformes de ces organisations-là. Alors, Bakabini Keïta, est-ce que ces organisations, le fait de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs peut s'expliquer quelque part par peut-être le début raté, quand Modibo Mahamat-Kallou donnait l'exemple, par exemple, de la fragmentation du continent, difficile de faire l'unité avec tout ce nombre de pays, toutes ces communautés. Est-ce que vous pensiez que cela a un peu été la difficulté principale d'atteindre ces objectifs? Le fait que depuis le départ, c'était déjà, on pouvait dire que l'unité était difficile. Oui, depuis le départ, effectivement, l'unité était difficile, effectivement, au regard des défis qui se posaient. Évidemment, je partage l'idée qu'il y avait effectivement des difficultés à l'intérieur des États, d'abord. Et même à l'intérieur, pas seulement à l'intérieur de chaque État, mais il y avait des difficultés à l'intérieur aussi du continent. C'est-à-dire qu'entre les États, je pense qu'il a fait un grand rappel historique de comment donc, de l'OIA est né, comment de là-bas on est passé à l'UIA. Je pense qu'on se rappelle de ce grand rappel historique. Et, comment dirais-je, ces organisations, si elles n'ont pas atteint leur objectif, je dis qu'il y a effectivement les défis de l'intérieur, qui sont ces rivalités à l'intérieur des États, mais également les rivalités entre les États également du continent. Mais je dis également que ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte dans lequel également, le contexte géopolitique dans lequel ces États aussi ont accédé à l'indépendance, on explique en grande partie comment, évidemment, ces organisations ne sont pas arrivées à atteindre leur objectif. C'est-à-dire que, si vous prenez par exemple l'Afrique francophone, et il l'a dit, il y avait deux camps qui s'affrontaient. Il y avait effectivement des gens qui étaient un groupe de pays qui voulaient une souveraineté digne de ce nom, qu'on a appelé, je crois, le groupe de Casablanca. Si je dis des bêtises, on peut me rectifier. Mais en face de ça, il y avait un autre bloc. Et voilà, donc vous voyez que chaque bloc aussi était adossé à des puissances, ou en tout cas à des groupes de puissances. Donc, je crois que c'était aussi dans un cadre de ce qu'on peut appeler aussi la guerre froide. Parce qu'à l'époque, il y avait l'Union soviétique, donc, qui était en face des États-Unis avec, évidemment, ses amis, ses alliés européens. Donc, parce qu'on venait aussi de sortir de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, qui a dessiné une carte. D'un côté, effectivement, il y avait l'Union soviétique, et qu'on peut véritablement, c'est-à-dire visiblement lire à partir de la situation géographique de l'Allemagne même, où il y avait deux Allemagnes
qui se faisaient face, la RDA et la RFA, donc qui caractérisaient cette guerre froide. Et donc cette guerre froide n'a pas été sans conséquences, évidemment, sur notamment, comment dirais-je, la manière dont nos États voulaient s'organiser. Donc les puissances, donc c'est-à-dire dans une certaine mesure également, il faut noter que si ces organisations n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, c'est quelque part également, elles ont été tout le temps manipulées par les puissances. C'est ça, sans oublier un dernier élément, c'est que puisque ces pays ne sont pas véritablement indépendants politiquement, mais aussi économiquement. Alors, qui paye commande. Donc, c'est aussi ça la question. Donc, elles ne sont jamais arrivées à mettre des mécanismes en place pour s'autofinancer. Et donc, ce manque d'autofinancement aussi explique le fait qu'à l'épreuve des circonstances, donc on voit que ces organisations-là, on a l'impression que c'est pourquoi il y a beaucoup de critiques à leur encontre. Justement, vous avez parlé de financement. Modibo Mahamat-Kallou, comment comprendre le fait que des États qui s'unissent, qui s'organisent, ne parviennent pas à se financer entièrement ou bien voilà, en partie. Il faut l'aide d'États, et pas d'organisations, mais d'États qui soutiennent ces organisations de pays africains. Comment comprendre cela? C'est le manque, c'est clairement le manque de volonté politique que nous n'arrivons pas à financer la plupart de nos organisations sous-régionales. Mais je vais juste faire un petit détour pour revenir sur les principes de la charte, qui était la charte constitutive de 1963, dont notre président Modibo Keïta était le co-rédacteur, c'était le terme que je cherchais qui m'échappait. Donc, liberté, égalité, dignité, justice, intangibilité des frontières, non-ingérence dans les affaires intérieures, et puis respecter la souveraineté des États. Ça, c'était les grands principes. Mais en principe, moi, je pense qu'ils ont atteint un certain nombre d'objectifs. Mais tous les pays qui étaient colonisés ont été libérés sous l'OUA. Hein? Tous les pays. Et il a fallu attendre après l'OUA pour qu'un pays africain soit scindé en deux, le Soudan. Donc, je pense que, en tout cas, cette partie, l'OUA a pu l'atteindre. Mais maintenant, le contexte a changé. Nous avons d'autres défis. Et comme je l'ai dit, c'est la prévention et la résolution des conflits. Et puis, l'ouverture démocratique, et puis, le jeu institutionnel, la stabilité politique et la stabilité des institutions. Maintenant, pour revenir au financement, vous savez, je ne peux pas comprendre que ces 55 États pris ensemble ont un produit intérieur brut de 3 000 milliards de dollars US. Si nous étions un pays, nous serions la 6e puissance économique au monde. Donc, clairement, c'est un manque de volonté politique. Sinon, comme par rapport à la CEDEAO, sur les importations, si on avait instauré une taxe, au moins prendre 1% des importations, parce que si vous prenez un pays, vous prenez nos 55 pays pris ensemble, nous importons un tiers de la nourriture que nous consommons pour 70 milliards de dollars. 1% de 70 milliards de dollars peuvent certainement financer nos institutions. Donc il faut de la volonté politique. Est-ce à dire que l'engagement de ces États dans ces organisations n'est pas sincère? Non, c'est pas ça. Et je pense que c'est le jeu politique. Parce que vous savez, il y a des puissances. Muammar Kadhafi, paix à son âme, avant qu'il ne parte, prenait une bonne partie des charges de l'OUA. L'Algérie faisait de même. Parce qu'il y avait un jeu politique, il y a des rivalités entre États. Mais le président Kagame a été mis à la tête d'une commission pour réfléchir au financement de l'Union africaine, entièrement par les Africains. Je crois que cette proposition est sur la table. Maintenant, il faut de la volonté politique pour agir sur cela. Parce que si chacun ne fait pas sa part, parce que même le droit de vote, évidemment, si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous ne devriez pas pouvoir voter. Mais bon, ce sont des arrangements à l'africaine. Il va falloir qu'on augmente encore la gouvernance démocratique et la gouvernance financière de cette institution pour quand même que nous ne soyons pas dépendants d'autres organismes extérieurs, comme l'Union européenne ou des bienfaiteurs extérieurs, parce que cela va faire qu'ils vont pouvoir influer sur nos décisions. Tenez-vous bien que même le siège de l'Union africaine a été offert par la Chine
construit par la Chine, qui est évidemment un ami, mais en affaire de politique, l'amitié a ses limites, parce que chacun sait que malgré les amitiés, chacun doit suivre ses intérêts. Alors, Baba Dakono, êtes-vous d'accord que la volonté politique peut-elle être la seule explication qui fait qu'on ne parvient même pas à s'autofinancer? Oui, mais la volonté politique, il faut aussi comprendre à travers les dynamiques politiques internes et les enjeux pour chacun des chefs d'État. Parce que n'oublions pas que jusqu'à présent, ces organisations sont des organisations de chefs d'État. Donc, qui en fait peut-être des organisations qui se gèrent un peu suivant l'agenda de ces chefs d'État-là, qui sont très souvent confrontés à des défis politiques internes qui les obligent à prendre certaines décisions. Mais sur cette question de financement, je crois que Modibo Makalo a évoqué tout à l'heure que les défis avaient changé au début des années 2000 et je crois que c'est devenu beaucoup plus criard à partir de 2007 jusqu'en 2010 et en 2012 avec la crise malienne qui avait été précédée de la crise en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que le défi le plus important peut-être pour le continent, pour les 50 années qui suivront, ce sera les questions de paix et de sécurité. Donc on a mis en place à partir au milieu des années 2000 ce qu'on a appelé l'architecture africaine de paix et de sécurité. L'architecture africaine de paix et de sécurité, c'est 5 composantes. Le plus visible, c'est le Conseil de paix et de sécurité, mais le Conseil de paix et de sécurité est une composante. Les autres composantes, c'est par exemple le groupe des sages, donc le Conseil des sages, c'est aussi le système continental d'alerte précoce, dont la transposition au niveau régional, c'est le système d'alerte précoce de la CEDEAO. Il y a aussi la force africaine en attente. Et enfin, il y a le Fonds pour la paix. Tous ces mécanismes-là ont pu être mis en place et sont plus ou moins effectifs, sauf le Fonds pour la paix. Pour vous dire que les questions de financement, les questions économiques sont peut-être les questions qu'on relègue toujours au second plan. Et pour l'effectivité des autres organes, la force en attente, on se tourne vers l'Union européenne qui est le principal partenaire, on se tourne vers la Chine, on se tourne... Alors qu'il a parlé de la commission Kagame qui avait, par exemple, dans le cadre de l'alimentation du Fonds pour la paix, proposé un mécanisme simple mais qui pouvait permettre d'être autosuffisant pour l'alimentation de ce fonds. Il dit de prendre 3 à 7% sur tous les billets de vol à l'intérieur du continent et vers le continent, c'est-à-dire tous les billets qui ont une destination africaine ou qui se font à l'intérieur de l'Afrique, qu'on prélève un certain nombre de pourcentages qui n'est pas, par exemple, sur un billet de 200 000, on prend 3%, ça peut ne pas avoir une grosse incidence sur la personne qui prend le billet, mais mise en commun parce qu'ils ont calculé le trafic dans l'Afrique et vers l'Afrique, ça représentait des milliards. Et ce mécanisme simplement pouvait permettre d'alimenter le fonds à suffisance et d'éviter, par exemple, que quand le Mali décide de créer avec le Burkina, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, de mettre en place une force conjointe, qu'on soit toujours à l'attente de l'Union européenne, des États-Unis pour le financement ou même du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le financement de ça. Donc, c'est un exemple pour vous dire que pourtant des solutions ont été proposées, des solutions existent, mais il l'a dit, le blocage c'est la volonté politique, mais cette volonté politique doit aussi être comprise en termes de dynamique interne et aussi, il a dit d'améliorer la gouvernance, aussi le processus décisionnel de l'organisation qui est très concentré au niveau des chefs d'État, la conférence des chefs d'État. La commission a été créée, le Mali, l'ancien président malien en a été le premier président de la commission de l'Union africaine. Et d'ailleurs, depuis cette époque, on s'est rendu compte de la difficulté parce que lui, il avait une vision d'une commission beaucoup plus efficace, opérationnelle et qui décidait, alors que les chefs d'État n'ont jamais voulu transférer leur pouvoir de décision. Donc, c'est vraiment là aussi, il faut aller chercher les améliorations apportées dans le fonctionnement de l'organisation et son impact sur le continent. Alors, quand on regarde, il y a l'Union africaine qui est l'organisation continentale, mais il y a également des organisations au niveau sous-régional, régional. Il y a certains qui se demandent, ça c'est la question d'un abonné de la page Facebook de Studio Tamani qui dit que est-ce que la multiplication de ces organisations ne réduit pas la place de l'organisation continentale, lui, Baba Bakabini? Bon. Est-ce que c'est nécessaire de multiplier, de créer autant d'organisations au niveau sous-régional, régional, alors que sur le plan continental, la grande organisation ne parvient pas à réussir à atteindre les objectifs?
Oui, c'est-à-dire que moi je rejoins Makalou, puis aussi dont l'avis est partagé par Dakono aussi, en disant qu'effectivement, si les organisations effectivement du continent n'arrivent pas à réussir leur objectif, c'est dû effectivement à un manque de volonté. Imaginez, comme je l'ai dit, si vous n'arrivez pas à vous autofinancer, je me demande comment vous pouvez atteindre vos objectifs. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, au niveau du G5 Sahel. Donc, à chaque fois qu'il s'agit de questions d'argent, nous attendons toujours que c'est les autres qui nous financent. Nos systèmes éducatifs sont financés par les autres, la santé est financée par les autres, tout est financé par les autres. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû au manque de courage et de leadership des chefs d'État. Je crois que vous vous rappelez de cette phrase célèbre de Sankara. Je crois que c'était à la conférence de l'annulation de la dette, quand il disait que lui souhaite que la dette soit annulée, mais s'il est le seul à soutenir cette idée, il ne sera pas là à la prochaine conférence. Mais si les gens se donnaient la main, et donc, voilà, la dette sera purement et simplement annulée. Et malheureusement, effectivement, il n'a pas été soutenu, il n'a pas été suivi par les autres. Donc, il y a effectivement... Et il n'a pas été à la conférence suivante. Oui, justement, il est mort avant la conférence. Donc, il a été assassiné. Donc, c'est pour dire qu'il y a effectivement un problème de manque de volonté politique qui fait qu'effectivement ces organisations sont butées. Regardez, par exemple, dans la résolution de la crise malienne, au même moment, la CEDEAO décide de sanctionner le Mali économiquement, et donc les vols et autres sont interdits entre le Mali et les différents États. Et au même moment, évidemment, la CEDEAO est appelée par un État étranger, en tout cas à l'organisation sous-régionale. Et au même moment, c'est le même État-là, si vous voulez, je peux le nommer, il s'agit de la France, ce même État continue à commercer avec le Mali. Donc les vols n'ont pas, même si à un moment donné, ils avaient tenté de suspendre effectivement les vols, mais après, ils ont repris les vols. Jusque-là, les vols continuent entre la France et le Mali. Donc vous voyez, donc, il y a un manque de volonté politique. Il arrive qu'il y a quelques-uns qui aient le courage vraiment de défendre les intérêts des pays africains. Mais vous allez trouver qu'au même moment, il a beaucoup d'homologues. Ils ont beaucoup d'homologues contre eux, donc qui les chargent, qui les empêchent d'avancer dans leurs projets. Donc nous sommes dans cette situation-là. Mais que vous inspire ce commentaire de cet internaute qui dit que nos organisations ne sont que des outils aux mains des dirigeants pour s'en servir, qui sont eux aussi à la solde d'États occidentaux? Oui, êtes-vous d'accord, vous partagez ce avis? Moi, j'ai commencé par là. D'ailleurs, c'est pourquoi quand Makalou parle de liberté, effectivement, que l'OIA a permis à beaucoup de pays d'avoir leur indépendance. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut se précipiter également pour, en tout cas, l'objectivité dans l'analyse. Il faut se précipiter à dire de quelle liberté s'agit-il, de quelle indépendance s'agit-il. Pour moi, ce sont ce que j'appelle des indépendances formelles. C'est-à-dire que nous avons évidemment un État, le nom d'un État, nous avons un drapeau, nous avons effectivement des semblantes institutions, mais au fond, en réalité, c'est tout ça. Nous avons des organisations, mais ces organisations-là fonctionnent pour qui? Donc tout le monde, même si au départ, à un moment, on disait que c'était des rumeurs quand les citoyens ordinaires se mettaient à critiquer le rapport de la CEDEAO avec la France. Donc, mais aujourd'hui, à l'épreuve de la crise malienne, tout le monde s'est rendu compte que quelque part, ces organisations sont effectivement télécommandées par effectivement les puissances étrangères. Et donc, vous prenez la CEDEAO, vous prenez la monnaie à partir effectivement de laquelle nous fonctionnons, la CEDEAO fonctionne, le CFA. Mais qui garantit, c'est-à-dire qui dirige cette monnaie, qui a mis en place cette monnaie? C'est la France. Donc nous ne sommes même pas capables d'avoir notre propre monnaie. Comment vous voulez que nous réussissons nos projets à partir de là? D'accord. Oui, rapidement. Non, je voulais rapidement ajouter quelque chose. Oui, je suis d'accord que ces organisations peuvent être sous influence de puissances étrangères, mais s'agissant particulièrement de la CEDEAO, de la gestion de la crise malienne, il est important quand même d'apporter deux précisions. La première, c'est que la CEDEAO n'était pas d'accord avec la France en mai 2021. Nous sommes à une année aujourd'hui. À l'époque, la France n'a pas admis le second coup d'État. Donc les événements du 24 mai, la France n'a jamais été d'accord.
Et elle a même essayé de mettre la pression sur la CEDEAO pour qu'elle suive la sanction et qu'on n'accepte pas d'autorité militaire à la tête du Mali. La CEDEAO n'a pas suivi. La seconde précision, c'est que la CEDEAO, c'est aussi des puissances sous-régionales. Et en termes de puissance sous-régionale, on peut difficilement parler de la CEDEAO sans prendre en compte la place du Nigeria dans ce dispositif-là, la place du Ghana dans ce dispositif-là, la place de la Côte d'Ivoire dans ce dispositif-là. Autant je suis tenté d'être d'accord avec vous que la Côte d'Ivoire peut être un partenaire français au sein de la CEDEAO, autant je pense qu'il sera difficile pour la France d'avoir une influence sur le Nigeria dans la gestion de cette affaire. Et ensuite, par rapport au Ghana, j'ai même entendu très souvent qu'il y a eu des financements. Quand on prend le rapport économique entre la France et le Ghana, c'est dérisoire et ça ne représente pas quelque chose. Je pense qu'il y a aussi une dimension peut-être objective, pas peut-être subjective, mais il y a des positions peut-être au niveau de ces États-là qui ne sont pas partagées. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu d'influence, mais je dis qu'il faut quand même qu'on accorde un peu de bénéfice de doute à certains de ces chefs d'État qui peut-être prennent cette décision en fonction de leur conception de la gouvernance et de la gestion d'une transition politique. D'accord. Modibo Mao Makalou, juste on va vous redonner la parole tout de suite. Modibo Mao Makalou, vous voulez réagir par rapport à la question de la CEDEAO? Oui, je vais réagir par rapport aux deux, parce que les deux ont raison en réalité. Il y a l'ancien Premier ministre britannique Benjamin Disraeli qui a dit « c'est pas parce que les colonies sont indépendantes que ce ne sont pas des colonies ». Donc il y a certains États qui ont plus d'autonomie que d'autres. Il y a des États qui ne peuvent pas former un gouvernement sans demander l'aval à l'extérieur de leur pays. Donc, fort heureusement, au Mali, on a dépassé ce cap. Et en Afrique anglophone, ce n'est pas le cas, comme Baba vient de le dire. Quand j'entends les gens dire qu'on a instrumentalisé la CEDEAO, il faut se dire, c'est quoi la CEDEAO? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria et le Ghana constituent 75% de la richesse de la CEDEAO. Sur les 15 États, ces deux États constituent 75%. Et le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, qui est la troisième économie, le Sénégal, quatrième économie, le Mali, cinquième économique de la CEDEAO. Mais ces quatre premiers États que j'ai cités, c'est 90% du PIB de la CEDEAO. Le Ghana est un pays émergent. Et le Nigeria est le premier pays producteur de pétrole en Afrique et la plus grande économie du continent. Donc ne me dites pas que la France peut instrumentaliser le Nigeria. Ceux qui ne connaissent pas les anglophones, mais l'Angleterre ne se met. Mais en termes de financement, est-ce que la CEDEAO est liée à la France? Oui, ben évidemment, tout le monde peut financer, tout le monde peut contribuer au financement de la CEDEAO, mais la CEDEAO est majoritairement financée par une taxe interne sur les importations, la CEDEAO. Elle est presque autonome. La CEDEAO n'a besoin de personne pour prendre ses décisions. Comme Baba l'a dit, il y a eu des difficultés à un moment donné pour s'accorder avec des puissances extérieures qui aiment parler au nom de l'Afrique. Mais aussi, je vais revenir au niveau des communautés économiques régionales dont la question qui est venue de Facebook, parce qu'il faut savoir, moi je pense que ça a été ingénieux, parce que vous savez, quand la masse est trop lourde, c'est difficile de diriger un bateau. C'est très difficile de manœuvrer un bateau lorsque il y a une très forte masse. Donc, vous avez 8 communautés économiques régionales, 5 géographiques. L'Afrique du Nord, l'Union du Maghreb arabe, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, et vous avez maintenant la Communauté des États de l'Afrique australe, SADC. Mais maintenant, vous avez 3 organisations qui ne sont pas géographiques. Donc ces CER-là et communautés économiques régionales sont autonomes. Par exemple, la CEDEAO est une communauté économique régionale de l'Union africaine, mais l'Union africaine se réfère à la CEDEAO pour tout ce qui se passe au Mali, parce que le Mali à l'intérieur est membre entier de la CEDEAO. Donc, mais maintenant, les 3 autres communautés non géographiques régionales sont l'Autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, la communauté des États sahélo-sahariens créée par Kadhafi, que nous connaissons tous bien, qui englobe plusieurs régions, et finalement, le dernier, c'est le marché commun pour l'Afrique australe et orientale. Donc, c'est ingénieux. Pourquoi? Parce que ça permet de la flexibilité, de la souplesse
Et certaines régions, et je puis vous assurer que parmi les 5 communautés économiques régionales, c'est la CEDEAO qui marche le mieux. Moi, j'avais déjà travaillé sur une étude de l'USAID sous l'égide du professeur Elliot Berg en 1988. On avait trouvé que l'organisation sous-régionale la plus efficace en Afrique, c'était la CEDEAO. Et depuis lors, maintenant, la CEDEAO a intégré un peu la dynamique gouvernance démocratique. C'est là que nous sommes allés un peu trop loin parce que la promotion, c'est-à-dire l'intégration économique et la politique politicienne, évidemment, ne font pas toujours bon ménage et on peut faire un mélange des genres quelquefois. D'accord. Baba Dakono, l'UA n'a pas pu réaliser l'objectif de l'unité de l'Afrique, la CEDEAO. On l'a dit, un de ses objectifs maintenant, c'est la bonne gouvernance, la démocratie. Malgré tout, nous voyons des coups d'État partout dans la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui, ces organisations n'ont pas besoin de réformes, de se réadapter? Je pense d'abord sur l'objectif, il faut qu'on comprenne que c'est dynamique, ce n'est pas, et puis il n'y avait pas un délai de 10 ans, de 30 ans pour atteindre cet objectif-là. Et je crois que même les pionniers de l'époque étaient conscients que c'était un processus. Donc je crois qu'on est toujours dans le processus et il y a des étapes essentielles par rapport à ce processus. Il y a des étapes économiques, des étapes politiques, mais je pense que le processus est là. Et comme je le disais, il est important qu'on améliore la gouvernance et qu'on trouve des solutions pour réduire l'influence omniprésente des chefs d'État dans ce processus décisionnel-là. Ensuite, vous avez parlé de réforme, et c'est ce qu'on disait. La naissance même de l'Union africaine est liée à cette volonté-là de s'adapter aux défis émergents. Et on le constate aussi dans les outils qu'on met en place. Je parlais du Conseil de paix et de sécurité et de tous les organes qui sont de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Mais ce qui est important d'améliorer aujourd'hui, à mon sens, c'est la relation de subsidiarité entre l'organisation continentale et les CER, comme le disait Makalou tout à l'heure, parce qu'il y a plein d'enseignements dans la gestion de la crise malienne, de rivalité entre l'Union africaine et la CEDEAO. D'ailleurs, si on avait le temps de discuter, je pense que c'est important même qu'on fasse une grande discussion sur ça, c'est-à-dire quel enseignement tirer de la gestion de la crise malienne par l'organisation continentale et régionale qui est la CEDEAO. Mais quelle rivalité, par exemple? Nous pensons que l'Union africaine, en tout cas, a suivi les consignes données par la CEDEAO. Mais si vous voyez la gestion, non, je ne parle pas de la crise de 2020, je parle depuis de 2012. Si vous voyez la trajectoire de la crise de 2012, le premier acteur qui était présent, c'était la CEDEAO. Et toute la gestion, l'accord du 6 avril avec l'agenda de l'époque, vous vous rappelez, et jusqu'à l'aboutissement du processus électoral avec l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'était la CEDEAO. Mais si vous avez suivi, juste après ça, la CEDEAO a disparu. Elle a été écartée au profit d'autres organisations avec l'implication des Nations Unies, l'Union africaine et plus tard la naissance du G5 Sahel. Tout ça en fait que la CEDEAO a été écartée. Elle n'est revenue que quand la crise a pointé du doigt à nouveau en 2020 avec la mise en place du M5 RFP. D'accord, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, toujours avec la crise malienne, on a vu qu'il y a eu un bras de fer entre le Mali et la CEDEAO. Le Mali s'est retiré du G5 Sahel. D'autres États aussi ont un bras de fer avec la CEDEAO, la Guinée, le Burkina. Est-ce que cela n'affaiblit pas ces organisations aujourd'hui? Oui, mais en attendant, moi, je voudrais quand même... Rapidement, nous n'avons que 2 minutes. Oui, rapidement, ce que je voudrais dire, par exemple, si vous prenez, parce qu'il a quand même minimisé l'influence de la France sur la CEDEAO, au regard du fait que le Nigeria serait une puissance, le Ghana aussi, donc les 2 pays représentent 75% de l'économie. Mais quand vous prenez, par exemple, la question de l'éco, mais qui a saboté la vision du Nigeria, de l'éco? Ce n'était pas la même chose que la vision de la Côte d'Ivoire. Mais finalement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? La Côte d'Ivoire a pratiquement talonné pour le moment, en tout cas c'est ce qu'on peut dire, les autres États. Donc je pense que la France se sert de sa zone d'influence pour souvent effectivement saboter en tout cas les initiatives qui peuvent venir de certaines puissances sous-régionales que sont le Nigeria et le Ghana. Donc c'est dans ce sens-là
ça peut-être qu'il faut comprendre et donner en tout cas toute la place à l'influence française sur nos politiques au niveau de nos régions. Je vais répondre rapidement à ce qu'il vient de dire, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question. Vous savez, l'écho de la CEDEAO a été reporté à 2027. Le président Bouhari a dit l'écho de l'UEMOA, l'écho du CFA ne sera pas l'écho CEDEAO. On ne le dit pas souvent dans les pays francophones. Le Nigeria, ce que la France et l'UEMOA ont décidé par rapport au CFA ne concerne pas les pays anglophones. Parce que vous savez, il y a 2 zones monétaires en Afrique de l'Ouest. Il y a la zone UEMOA, Union monétaire ouest-africaine, qui a les 8 pays qui partagent le franc CFA. Mais vous avez encore 7 pays qui ont chacun leur monnaie, dont le Nigeria et le Ghana. Donc ça va à 2 vitesses. En 2027... Makalou, vous êtes d'accord avec moi que ça complique quand même la tâche aux différents Non, pays. ça ne complique pas la tâche. Ce n'est pas antinomique. Moi, je pense, parce que vous savez, les économies, pour avoir la même monnaie, il faut que les économies convergent. Et il faut une harmonisation des politiques économique, c'est-à-dire monétaire et fiscale. C'est le cas déjà dans la CEDEAO, dans l'UEMOA, parce que les 8 pays qui ont en partage le franc CFA déjà sont assez avancés parce qu'on a une monnaie unique. Mais les autres peuvent nous rejoindre parce que nous sommes plus en avance que les autres, y compris le Nigeria. D'accord. Je pense que nous allons continuer le débat une prochaine fois. Les sanctions que nous subissons sont venues en grande partie de l'UEMOA. Exactement. D'accord. Nous allons poursuivre et vous avez tellement raison que... Monsieur, nous allons poursuivre l'émission une prochaine fois. Il est déjà 19h. Nous allons organiser notre débat pour poursuivre la discussion. Merci, monsieur Babada Kono, chercheur Bakabini, universitaire Modibo Mao Makalou, économiste. On parlait ce soir des organisations africaines. Quel bilan et défi? C'était le grand dialogue de ce soir qui a été mis en onde par Gagny Kanté. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.